Eh bien, nous allons passer maintenant à la table ronde plus politique, entre guillemets, de cette matinée. Donc voilà, toutes les parties prenantes vont s'exprimer sur la data, l'intelligence artificielle, ses usages, ses opportunités, ses risques. Oh ben non, on ne fait pas les bisous là. Donc effectivement, là, oh non, vous faites comme vous voulez. Je vais dire un garçon et une fille, mais c'est compliqué aujourd'hui. Alors, donc la vocation de la data, de l'intelligence artificielle et du machine learning, c'est évidemment d'abord d'accélérer la gestion des sinistres et des réparations, mais c'est aussi d'apporter davantage de fiabilité, d'objectivité dans l'expertise et dans le règlement des sinistres, au risque d'aller trop vite parfois, de perdre en qualité, de créer de la frustration chez les assurés, ou de voir certains maillons de la chaîne de gestion des sinistres disparaître. La réponse à toutes ces questions dépend du point de vue où on se place. Donc, on va poser la question aux trois grandes parties prenantes de la gestion des sinistres et de la réparation. Donc, côté réparateur, je ne vous présente plus Jean-Marc Donatien, président national du métier carrossier de Mobilions. Bonjour. C'est l'organisation des professions de la distribution et des services automobiles. Côté expert, François Modello, président de la FFEA, Fédération française des experts automobiles. Et merci tout particulièrement d'être là, parce que vous faites votre trajet aujourd'hui, que vous avez traversé les Champs-Élysées pour venir jusqu'à nous. Vous avez pris des risques insensés. Et côté assureur, Alexis Merkling, vous êtes directeur de la branche dommages aux biens de France Assureur. Donc, vous n'êtes pas très loin. Et alors, étant entendu que chaque assureur porte ses propres projets d'automatisation de la chaîne de gestion des sinistres, donc vous n'êtes pas leur porte-parole, mais c'est bien de le préciser. Et ça ne vous empêche pas de partager votre vision de l'évolution des traitements des sinistres auto. Alors, première question. À quel niveau de la chaîne de gestion des sinistres il vous paraît pertinent de mettre de l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est dans la déclaration de sinistre? Est-ce que c'est dans l'expertise? Est-ce que c'est dans le chiffrage? Est-ce que c'est dans l'imputation des sinistres, des dommages? Est-ce que c'est dans le traitement administratif? On va commencer par vous parce qu'on ne vous a pas beaucoup entendu. Ça va être long, alors. En plus, on a des idées partagées. Déjà, bonjour à tous. Il faut commencer par expliquer ce que l'expertise du départ. Donc, la genèse de l'expertise, c'est un sinistré. Il y a 4 protagonistes. Il y a l'assureur, le sinistré, le réparateur et l'expert. En fait, le sinistré appelle son assurance pour lui dire qu'il a déclaré un dégât. Ensuite, il va chez le réparateur. L'assureur missionne un expert qu'il a choisi, qui va chez le réparateur, font une expertise contradictoire et ensuite de ça, signe un rapport et chacun repart de son côté. Le réparateur va travailler, l'expert va faire son boulot. Ensuite, dans l'évolution du système informatique, est arrivée avec Internet la possibilité d'envoyer de plus en plus gros de fichiers. Et donc, les gens se sont servis au niveau des assurances pour commencer à envoyer des photos. Et donc est arrivé ce qu'on appelle la photo-expertise, l'expertise à distance, l'EAD. Et on aura l'occasion de parler tout à l'heure. Et ce système de AD a permis, d'une première part, d'accélérer effectivement le process d'expertise, tout en laissant l'expertise et la photo au carrossier. Donc, c'est le réparateur, le client vient, pareil, le même système, il y a avec l'assureur. Ensuite, l'assureur, du coup, renvoie une mission. Quand il est agréé, encore une fois, c'est un système qui va pour les gens agréés. Et lorsqu'il agrée, il reçoit une mission. À ce moment-là, le sinistré vient, ils font des photos, le réparateur fait des photos, fait un chiffrage, et à ce moment-là, l'envoie à l'expert qui a été missionné par la compagnie d'assurance. Jusque-là, tout va bien. Première chose, c'est que là, il y a un gain forcément pour les compagnies d'assurance, c'est qu'il n'y a plus de déplacement d'honoraires d'experts à faire, puisque là, ils ne se déplacent plus. Donc, une économie. En plus de ça, aujourd'hui, on dit que c'est vertueux parce que c'est dans l'air du temps. Mais bon, il faut quand même savoir qu'au départ, il n'y a pas de facturation de la part de l'expert parce qu'il ne se déplace plus. Et en fait, le travail est fait par les réparateurs. Et ça, sans aucune contrepartie de facturation, puisque c'est compris entre guillemets, dans son contrat et entre guillemets, dans son taux horaire. Ensuite, dans l'accélération du mouvement, depuis quelque temps est arrivé ce qu'on appelle le chiffrage autonome du réparateur, c'est-à-dire que là, c'est un début d'IA qui va traiter le dossier. Donc, bien sûr, elle apprend d'elle-même, on l'a bien vu depuis ce matin. C'est plus qu'un début d'IA, parce que c'est vraiment des grosses bases de données très... Oui, mais c'est comme on est déjà une belle avancée.
Donc, du coup, même scénario, le sinistré, assureur, jusque-là, ça va. Ensuite, photo-expertise chez nous. Le réparateur fait sa photo-expertise, envoie ça non plus à l'expert, mais à un système d'intelligence artificielle qui, lui, sur sa base de données, va corréler ou pas le chiffrage du réparateur. Les premières fois où on l'a utilisé, on s'est dit, tiens, le dossier est revenu, on l'a droit à 3 fois. La première fois, il revient, on se dit, tiens, on n'a peut-être pas mis assez de temps, on n'est peut-être pas bon. Mais non, c'est pas ça, c'est l'inverse. En fait, il faut toujours diminuer les temps. Et le problème qu'il y a, c'est que quand on ne sait pas où diminuer le temps, parce qu'on n'a pas la retour d'information, donc on essaie de grappiller un peu partout, de manière à avoir un coût sinistre. Et puis ensuite de ça, soit le système nous valide cette réparation, ce forfait, cette expertise, ce montant, et à ce moment-là, on a perdu l'expert. Alors là, vous avez fait un peu le pour et le contre déjà. Déjà, j'ai commencé, mais c'est ça va plus loin. Déjà, on a perdu donc l'expert à ce moment-là, à ce niveau-là, on n'a plus d'expert. C'est-à-dire que si le système est assez intelligent et il nous comprend bien et qu'on va bien dans son sens, voilà, on peut faire les travaux, c'est parti, mais on a oublié l'expert. Alors la partie contradictoire, à ma foi, on le prend en acte puisqu'on a signé un contrat avec une compagnie d'assurance et on est agréé. Donc on va avec. La troisième phase aujourd'hui qui est plus importante et qui nous permet un peu, là c'est là où on met un peu le bémol, c'est qu'on va faire la même chose, c'est-à-dire que il n'y aura plus que l'assuré sinistré avec l'assureur. Ensuite, l'assuré, le sinistré va faire ses photos, va les envoyer au système d'intelligence, va mélanger tout ça, va lui faire une proposition, puisqu'il aura un montant forfaitaire qu'il aura pris sur des taux moyens qu'il aura trouvé sur un système qui fait que par rapport au coût moyen, des taux horaires sur un département, voire sur un code postal, peut exactement savoir quel est le taux moyen, va l'intégrer dans son système et peut-être faire comme dans le bâtiment, une proposition d'un taux fixe, une proposition d'indemnité, puisqu'il est indemnisateur. Donc, il va dire, ben voilà, monsieur Dupont, on vous indemnise de votre montant, bien sûr, sur des chocs de peau, un choc type parking ou autre, on vous dédommage de, on va dire, un montant 1 500 €. Le sinistré, les temps sont durs, sa voiture, à la limite, s'en fout un petit peu, il prend les sous, et là, on a perdu et le réparateur et l'expert. Et quid d'après, des problèmes directs derrière, si éventuellement il y a des pièces de sécurité qui ne vont pas ou on n'a pas vu, parce qu'il n'y a pas eu d'experts derrière la réparabilité, derrière ce sinistre. Et on se dit, est-ce que ces voitures-là ne vont pas être sur la route avec des problèmes derrière? Donc, est-ce que la DSR est bien d'accord sur tout ce système? Est-ce que vous avez prévu dans vos contrats ou plus tard dans votre système IA justement cette indemnité forfaitaire comme dans le bâtiment? Et nous, là, on reste vigilant avec Mobiliance pour la suite à donner avec ce type d'expertise dite intelligent et encore une fois, quid de l'homme, parce que de toute façon, quoi que vous fassiez, derrière, il y aura toujours les hommes et notre métier, il est pas remplaçable, quoi. Et les hommes, on en a besoin. Alors, on avait prévu de parler d'abord des opportunités, après des risques. Vous avez foncé direct sur les risques. Parce que oui, c'est demain. Hein, c'est demain. Non, vous l'avez dit, c'est aujourd'hui. C'est même maintenant. Donc, effectivement, on est à l'écoute. Alors, François Mondello, je vais vous grouper les deux questions. Chronologiquement, vous interviewez en premier, puisque l'expertise, c'est avant le carrossier. Quelles sont les opportunités et les risques de l'IA et de la data dans la gestion dans l'expertise? C'est lui qui maîtrise même ma parole. Et bientôt, ce sera ça. On va maîtriser les experts. Des micros. Méfiez-vous. Du coup, je vais essayer de respecter à peu près le planning pour les deux en même temps. On peut tout faire. Bon. Sur la première question telle que vous l'avez posée, je vais être assez précis. La question était plutôt de savoir à quelles étapes on pouvait imaginer percevoir de l'intelligence artificielle. Je pense qu'en réalité, l'intelligence artificielle, depuis qu'on en parle, elle a été souvent fantasmée sous une forme. C'est-à-dire que la représentation qu'on a de l'intelligence artificielle dans nos métiers, c'est je prends une photo, j'ai un chiffrage. Et donc, on a totalement obéré tout ce qu'il y avait en amont, en aval de cette intelligence artificielle. Elle peut prendre en fait différentes formes.
plus ou moins agressives pour nos métiers. Et donc, je citerai par exemple de l'industrialisation administrative, en amont même du chiffrage des réparations, de l'orientation de dossiers, de la détermination de réparabilité ou pas. Donc c'est vrai que de penser que l'intelligence artificielle, c'est une seule et même chose, c'est une erreur. C'est plutôt une méthode d'évaluation qui fait qu'on peut gagner du temps sur certains domaines. La vision que j'ai, moi, aujourd'hui, au niveau de l'expertise automobile, c'est que cette IA, évidemment, on n'y est absolument pas réfractaire. C'est déjà un premier point qui est important à indiquer. La deuxième, c'est plutôt la façon dont elle va venir pénétrer notre système. Si je fais un raccourci donc, sur l'ensemble des questions pour essayer de synthétiser finalement, je crois qu'on fait aussi une erreur. Parce que dans une de vos questions, il était. Bon, on ne les prend pas tout en même Vous temps. les Là, on prenez était sur risques et opportunités. Alors, pour en rester sur ces risques et opportunités, donc Faut bien que je serve à quelque chose. c'était plutôt de se dire que nous, aujourd'hui, on est plutôt donc favorable à l'arrivée de l'intelligence artificielle. On a déjà fonctionné avec l'intelligence artificielle. Je pense qu'il y a une vraie valeur ajoutée en amont du sinistre sur de l'orientation et sur du gain de temps administratif. Sur le chiffrage, je serais plus mesuré parce que déjà aujourd'hui, on a des use cases et qui ne sont pas forcément très pertinents. Donc l'IA va apprendre évidemment. Mais du coup, ça posera la question aussi de savoir comment elle va apprendre. En réalité, l'IA, c'est un peu pareil qu'un être humain. Hein. Au plus vous allez lire de livres et au plus vous allez vous instruire. La question, c'est que si l'IA lit tout le temps le même livre, à un moment donné, elle va tourner en rond. Donc, il faudra toujours un peu l'alimenter et se posera la question de comment elle est alimentée et de qui est en capacité d'appréhender les situations et de donner cette information à l'IA pour qu'elle puisse progresser, qui va être le tuteur de cette IA. Et je pense qu'aujourd'hui, parmi toutes les personnes qu'on peut imaginer, les experts en automobile sont évidemment ceux qu'on peut imaginer pour ce rôle. Alors, vu de France Assureur, quelles sont à la fois les opportunités et puis les risques de l'IA dans la gestion des sinistres? Vous m'avez simplifié la tâche, puisqu'en fait, tout a quasiment déjà été dit, que ce soit par Emmanuel Mouharran tout à l'heure, ou François, finalement, on s'y retrouve, même dans votre introduction. Moi, ce que je retrouve là-dedans, finalement, c'est qu'on est dans un outil d'automatisation comme un autre, avec cet outil dit d'intelligence artificielle, mais tel que l'a conçu Alan Turing, le père de l'ordinateur, de l'informatique d'aujourd'hui. On est dans un niveau qui est effectivement différent. On a monté une nouvelle marche et ces marches sont très hautes. Mais si on fait abstraction de ça, c'est un outil. Et c'est un outil qui apporte une productivité, une efficacité. Elle est attendue par les clients. Et donc, effectivement, on ne peut pas y être réfractaire. Ce serait une erreur. Si on l'était, eh bien, on disparaîtrait. On a vu énormément d'entreprises qui ont disparu parce qu'elles ont raté le coche de la modernisation. À l'inverse, faire une confiance aveugle à de l'intelligence artificielle et l'employer n'importe comment, ce ne serait pas la première entreprise qui disparaîtrait simplement parce qu'elle en arrive à ne plus maîtriser son produit. Donc, il faut garder le produit, il faut le réinventer sans cesse. Et cet outil d'intelligence artificielle en fait très certainement partie. Alors, à tous les niveaux de la chaîne, oui, parce qu'encore une fois, je le disais, ce qu'attendent les clients, c'est une rapidité. Aujourd'hui, on est de plus en plus dans de l'instantanéité, mais c'est bien légitime pour un accident, à plus forte raison quand c'est un accident matériel, parce que soit on a besoin de son véhicule pour aller travailler, soit on veut simplement tourner la page. Donc voilà, il faut répondre à cette demande qui est parfaitement légitime. Et donc là, on l'a avec le tri. Bon, ça, aujourd'hui, n'importe quel gérant ordinateur le fait, commence à le faire, le tri des informations à l'arrivée. On a eu ce matin l'exemple d'assister la personne qui répond à un appel téléphonique et qui décèle l'émotion, donc cette analyse d'émotion qui peut orienter vers pousser plus une solution qu'une autre parce qu'il faut calmer la personne. Enfin voilà, ce sont toutes ces aides à la décision qui vont être fournies. C'est le tri aussi, la meilleure préparation de toute la chaîne aval, parce que quand on a la déclaration de sinistre, en fonction des éléments
potentiellement l'intelligence artificielle peut déjà anticiper que là, on va s'orienter plutôt vers quelque chose de perte totale, qui serait peut-être pas passé de la même manière. Et donc, on peut déjà anticiper là aussi l'information, demander au client de préparer des éléments, enfin orienter l'expert, organiser toute cette chaîne en aval. Après la déclaration, bien évidemment aussi, puisque c'est un outil qui, là encore, va pouvoir aider à déceler potentiellement des incohérences et donc à mieux qualifier et à mieux influer sur les actions qui doivent être prises pour le traitement du sinistre. Voilà, donc j'ai dit encore une fois, c'est à bon escient qu'il faut que ce soit utilisé. Sinon, ça n'a pas de sens. Alors, vous dites que c'est un outil, mais c'est un outil qui charrie encore beaucoup de fantasmes. Est-ce qu'il est un jour possible que l'intelligence artificielle remplace, sinon totalement, du moins partiellement, les experts? Est-ce que vous avez peur? Non, je n'ai pas peur. Vous traversez les Champs-Élysées, alors. Oui, déjà. En réalité, cette question, elle est très intéressante parce qu'elle mélange plusieurs choses. La première, c'est quand on dit que l'intelligence artificielle pourrait potentiellement remplacer l'expertise en automobile, l'intelligence artificielle n'a pas vocation à remplacer une profession. Et pourquoi vous faites cette erreur quand vous posez la question et pourquoi tout le monde fait cette erreur quand il pose la question? C'est parce qu'en réalité, il méconnaît l'acte d'expertise. Souvent, le regard qu'on peut avoir sur l'expertise, c'est qu'on cantonne l'expertise à l'acte d'évaluation. Et donc, globalement, sans refaire toute la genèse d'un sinistre, mais quand un assureur doit indemniser son assuré, on va dire qu'il n'a pas la compétence pour définir le quantum. Donc, il sous-traite cette partie à l'expert en disant, voilà, je dois indemniser, va voir le véhicule, tu me dis combien ça coûte, et en fonction des garanties, j'indemniserai de telle ou telle façon. Et donc, dans l'inconscient collectif, on se dit, finalement, la mission d'expertise, c'est de donner le montant des réparations. Nous, quand on reçoit une mission d'expertise, on ne reçoit pas une mission d'évaluation, on reçoit une mission d'expertise. Et donc, ce qu'on délivre, c'est un rapport d'expertise. Et ce n'est pas l'évaluation d'un dommage. Dans mon rapport d'expertise, on va retrouver tout un tas d'informations et je me retrouve à ce titre. Je parlais d'évaluation, d'imputation. D'imputation, d'identification du véhicule, de dommages hors sinistre, d'exploitation du contrat, enfin tout ce que peut emporter finalement le rapport d'expertise. Et donc, vraiment réduire l'acte d'expertise à l'évaluation, c'est une erreur. Et c'est ce qui amène à cette question. Parce qu'on se dit, puisque finalement l'expert ne fait qu'un acte d'évaluation, finalement l'intelligence artificielle pourrait le faire à sa place. Mais l'intelligence artificielle donc, pourrait potentiellement un jour faire cet acte d'évaluation, mais ne pourrait pas faire un rapport d'expertise. Donc, on se dit, peut-être que la question d'après, c'est de se dire pourquoi on n'appliquerait pas ça à l'intelligence artificielle et on ne l'amènerait pas vers ces autres domaines pour qu'un jour elle puisse le faire. Et là, c'est la réglementation qui nous vient en aide puisqu'on est une profession réglementée. Et donc, le L326.3 et 326.4 déterminent avec beaucoup de précision ce que peut ou pas faire un personnel. Et donc, un rapport d'expertise ne peut être délivré que par un expert en automobile. C'est une profession réglementée. On a un monopole d'activité. C'est comme ça. J'ai oublié la deuxième partie de ma question, c'était si un jour une intelligence artificielle venait à remplacer un expert, comment serait abordée la question de la responsabilité juridique de l'intelligence en réalité, artificielle? elle ne peut pas aujourd'hui le faire, puisque, comme je le disais, on a, pour l'exercice de la profession, vous devez être inscrit sur une liste nationale qui aujourd'hui ne peut accueillir que des personnes physiques ou des personnes morales dont l'objet est la pratique de l'expertise en automobile. Et aujourd'hui, c'est un débat par ailleurs, quelle est l'identité d'une intelligence artificielle? Est-ce que c'est une personne numérique? Donc, en tout cas, elle ne pourra pas être inscrite sur la liste nationale et donc elle ne pourra pas délivrer de rapport d'expertise ni de rapport d'évaluation. Une fois qu'on a dit ça, on se dit bon alors ok, vous êtes protégé, donc voilà votre rempart absolu, c'est le L326.3. Encore une fois, c'est pas notre position. Ce qu'on veut dire aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas un sous-traitant de l'assureur. Quand on fait un acte d'expertise, on a une mission de sécurité routière, on a un ministère de tutelle qui est le ministère de l'Intérieur qui est là pour contrôler notre activité, pour voir si on a un certain nombre de responsabilités assumées et si on les assume. Par exemple, on doit, je ne sais pas si vous le savez, mais dans chaque expertise, on doit informer sans délai le propriétaire des dangerosités qu'aurait pu révéler notre acte d'expertise.
c'est une mission de sécurité routière. Et c'est pour ça que notre profession est réglementée, parce qu'elle est inscrite dans le code de la route, parce qu'elle a toute une réglementation qui est assortie. Ce qui peut être différent, par exemple, pour les experts IRD, pour les risques divers. Donc c'est pour ça que notre profession, elle est très singulière. Elle a vraiment des choses qui lui sont très particulières et qui aujourd'hui, finalement, empêchent que l'intelligence artificielle remplace la profession, parce que l'expertise automobile, c'est l'exercice d'une profession. L'évaluation d'un dommage, c'est un acte d'expertise parmi tous les autres actes. Et donc, c'est pour ça que dans votre question, qu'on me pose souvent, il y a toujours une ambiguïté entre de dire, est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle peut faire une évaluation? Oui. Est-ce qu'elle peut remplacer l'expert automobile? Non. Est-ce que ça vous rassure, Jean-Marc Donatien? Pas du tout. Pas du tout, parce que C'est bizarre, j'aurais désolé, dit, François, mais bon, on s'entend très bien, mais les points divergent et c'est normal. Mais je suis là aussi pour défendre, et sachez-le bien, la profession des experts, parce que pour moi, ils sont indispensables. C'est dans l'esprit contradictoire. C'est la base de notre métier, c'est le contradictoire, c'est la base, comme disait François, d'un acte de rapport d'expertise. Les dérives sont déjà là. De toute façon, on ne va pas se voiler la face. Les dérives sont déjà là. Le chiffrage autonome du réparateur est mis en place depuis quelques années. Il a pris une accélération ces derniers temps. Il y a des actes qui sont faits, des expertises par le réparateur pour une intelligence artificielle avec un retour d'accord de réparation. Ensuite de ça, réparation, facturation, envoi, sans avoir vu un expert. Quelquefois, il y a, et François me le dira, des contrôles qui sont faits par les experts. En général, c'est quand même c'est plafonné, c'est pas des dommages très complexes, c'est pas des. Certains dommages peuvent aller pour jusqu'à plus de 3 000 €. Ensuite, il y a certains contrôles, bien sûr, qui sont faits par des experts, mais qui sont faits par rapport à l'intelligence artificielle de l'assurance. C'est toujours l'assureur qui a choisi son IA. Comme disait François, on apprend à ses enfants à dire bonjour, merci, au revoir. On apprend l'intelligence artificielle, la même chose dans les compagnies d'assurance, et pas forcément, et peut-être des fois au détriment de peut-être une certaine qualité humaine, et sûrement aussi une qualité économique. Donc, malheureusement, aujourd'hui, sur le marché, dans l'expertise automobile, maintenant, encore aujourd'hui, ça doit se faire ce matin, une expertise sans expert automobile. Et ça, on est tout à fait contre. Par rapport à ce que dit Jean-Marc et par rapport à l'apprentissage ou pas de l'IA, se pose la question par rapport à ce qui est dit et sur quoi je suis tout à fait aligné, de la question de où se positionne l'IA. En réalité, pour nous, on a vécu tout un tas d'évolutions. On a vécu le chiffrage au contradictoire avec le réparateur, avec des temps opératoires qui étaient connus de tête. On a eu ensuite des outils de chiffrage. Et puis quand sont arrivés des outils de chiffrage hyper normalisés, vous aviez juste à cliquer sur des pièces et les temps opératoires. À chaque fois, on a prédit la mort des réparateurs, des experts, en se disant, mais finalement, vous n'avez plus qu'à faire des clics. Et en réalité, là encore, c'est méconnaître la relation qu'on a avec les réparateurs, puisque à chaque fois que débute le débat contradictoire, on traite la réparation d'un véhicule et toute la singularité que ça peut représenter. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un véhicule est réparé, il y a des temps opératoires qui sont fixés par les constructeurs, et ça les fait bondir quand je leur dis ça. Je leur dis, on respecte très rarement les temps des constructeurs. Pourquoi? Parce que, eh bien, il y a toujours ces singularités, encore une fois, de la vis qui va être rouillée, du dommage qui va ne pas permettre l'accès au boulon à démonter, ainsi de suite. Donc, à chaque fois, le débat contradictoire est né de ça. Le débat contradictoire, c'est pas de dire, eh bien, le réparateur m'a proposé 2 heures, je vais lui en proposer une pour essayer de diminuer le montant de la réparation. C'est pas ça le contradictoire. Le contradictoire, c'est déterminer la méthode la plus pertinente pour réparer le véhicule en fonction de ce que présente comme dommage le véhicule. Et donc, c'est pour ça que chaque acte d'expertise est différent et qu'à chaque fois, on a besoin d'établir ça au contradictoire parce que nous, on va fixer la méthode et le réparateur va devoir l'appliquer. Donc, je ne peux pas lui imposer une méthode qu'il n'est pas capable de réaliser. Donc, ce débat contradictoire, eh bien, il est important pour cette raison. C'est vraiment fondamental. Et quand on a une expertise qui n'est pas contradictoire, puisque j'imagine pas le contradictoire avec une IA quand on est réparateur, parce qu'on ne peut pas débattre avec l'IA, eh bien la question se posera de, alors je vais employer le mot, au moins comme ça va un peu l'agacer, de la soumission du réparateur. Pourquoi aujourd'hui... Je suis un homme libre, monsieur. Pourquoi quand moi aujourd'hui je chiffre dans un outil de chiffrage et que le chiffrage sort,
je ne peux pas l'imposer au réparateur. Je peux pas dire, écoutez, j'ai fait mes 3 clics, ça donne 2h30 de réparation. Vous, hein. Déjà, parce qu'il est costaud. Et donc, s'il me donne 2h30 en termes de volume horaire, je ne peux pas dire au réparateur, écoute, la machine a dit 2h30, donc tu vas réparer pour 2h30. Le début du contradictoire. Pourquoi demain? Parce que ça serait une IA. Il accepterait de la part de la machine de se soumettre à ces 2h30 alors même qu'il ne se soumet pas avec l'expert. Parce que, encore une fois, l'IA ne connaît pas l'état réel du véhicule, ne connaît pas le niveau d'oxydation des boulons, pour reprendre l'exemple, et ainsi de suite. Donc ce débat contradictoire, il sera toujours nécessaire pour arriver à déterminer quelle est la méthode la plus pertinente de réparation. Alors, est-ce que ça pourrait quand même être un fantasme d'assureur d'automatiser l'expertise? Pas du tout. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. On est sur un outil qui doit être utilisé. Nous utilisons tous à longueur de journée la fonction copier-coller, hein, et ce n'est pas pour autant que le PC qu'on utilise va éditer un document qui serait adapté à la question qui est posée. Donc, de la même manière, il y a un réparateur qui a quand même une mission de réparer, enfin une demande d'un client de réparer un véhicule. Il est professionnel, il sait a priori quand même comment il doit s'y prendre pour le réparer. Il y a un débat contradictoire qui va être fait avec un expert qui va vérifier que toutes les réparations telles que proposées sont bien adaptées, que ce soit au niveau de l'aspect sécuritaire que bien évidemment aussi financier, qui va aussi challenger éventuellement en disant mais ça peut être fait plus simplement. Et voilà, donc c'est ce contradictoire. Et évidemment, les deux peuvent, et j'imagine que vous l'utilisez aujourd'hui, vous avez des outils qui vous donnent des fiches, qui vous donnent enfin, tout ce qui vous est fourni par les constructeurs pour comment procéder à la réparation, et vous ne les appliquez pas sans avoir une certaine vision critique potentiellement. Enfin, après, ça dépend de... voilà, c'est votre métier, hein, je n'interfère pas là-dedans. L'idée, c'est les assureurs, évidemment, ne sont pas des experts automobiles, ils ne sont pas des réparateurs, mais on va tous utiliser les outils qui nous permettent tous d'être plus efficaces. Et comme je le disais tout à l'heure, pour en revenir à la question sur est-ce que les experts vont disparaître, non, je suis persuadé du contraire, parce que justement, dans certains cas de figure, on va sans doute missionner à l'avenir des experts là où nous ne le faisions pas, enfin où les assureurs ne le faisaient pas jusqu'à présent, simplement parce que l'IA dit, dans ce genre de cas de figure, ça n'a pas l'air si simple que le présente l'assuré. Les dommages sont peut-être plus importants, il y a peut-être des particularités. Donc, attention, il faut bien missionner un expert. Je pense qu'il y a une chose qui est importante aussi, c'est de se dire, je me mets à la place de l'assureur aujourd'hui qui voudrait promouvoir l'IA. La question à se poser, c'est pour quelle raison? Et ça a été à peu près répondu en disant parce qu'on veut que ça aille plus vite. Et finalement, si on décortique du sinistre jusqu'à l'indemnisation, c'est quoi qui prend du temps en fait? Donc nous, on a considéré que dans cette chaîne, le fait de supprimer l'expert potentiellement, et ça ramène à votre question, ça pourrait faire gagner du temps. Mais en réalité, il y a plein d'autres étapes, on va dire, dans ce sinistre qui pourraient faire gagner énormément du temps. Le chiffrage en lui-même, c'est 3 clics sur une tablette. Je vais caricaturer. C'est pas là vraiment qu'on gagne. On peut gagner du temps. On peut gagner du temps sur la prise de rendez-vous. On en a souvent des déclarations de sinistre le 3 janvier et on reçoit la mission le 15. Et ce n'est pas pour dire que c'est les assureurs qui participent à l'allongement des délais, c'est pour dire que dans toutes ces phases, on a plein de moments dans lesquels on pourrait peut-être aller plus vite, faire les expertises, les réparateurs pourraient peut-être avoir les pièces disponibles plus rapidement. Enfin, on peut imaginer tout un tas de scénarios, les technologies, les cabines de peinture qui permettent de délivrer des véhicules beaucoup plus rapidement qu'avant, ainsi de suite. Donc, je pense que le travail qu'on devrait faire avec les assureurs, les réparateurs et avec toute la chaîne sinistre, c'est plutôt de se dire décortiquons le sinistre, voyons où est-ce qu'on peut gagner du temps, plutôt d'aller au raccourci, de dire tiens, si on supprimait l'expert, le réparateur et si on supprimait tout le monde. Parce que dans ce même schéma, on pourrait dire est-ce que l'IA ne peut pas supprimer l'assureur aussi, finalement? Donc je me dis peut-être décortiquons un peu ce sinistre, décortiquons les endroits où on peut gagner du temps
Et nous, on sera tout à fait pour participer à la réduction de ces D'autant que délais. les gains de temps, effectivement, ils peuvent se perdre plus dans la chaîne quasi administrative, hein, la prise de Bien sûr. rendez-vous, la rédaction Et c'est des là qu'il y a rapports, la plus performante. le partage. Bon, le... là, il faut que j'intervienne. OK. Vous êtes tous super géniaux. Vous avez fait très, très vite. L'expertise a été super rapide. J'en suis super content. Maintenant, je suis dans mon atelier. Je n'ai plus de personnel parce que le métier a été dévalorisé. Non, mais là, c'était la dernière question. Mais donc, j'arrête. J'allais Posez la question. Non, mais si, on peut poser la question des difficultés d'attractivité aussi bien En fait, pour les métiers de la on est réparation, en train pour les métiers de l'expertise. On est en train d'essayer d'accélérer, non pas la prise en charge, mais le chiffrage. C'est très indiscipliné, Monsieur Donatien. Je l'ai toujours été, c'est pour ça que je suis président. Et aujourd'hui, on nous dit oui, ok, on va aller vite, on chiffre vite et tout. Mais de toute façon, la finalité de tout, c'est la réparabilité. Exemple, il y a 3 semaines, ma sœur a eu un choc arrière sur sa voiture. Bon, je suis surtraité depuis 2 ans et demi, je n'ai plus de société, j'ai tout revendu. Donc, du coup, elle s'est retrouvée avec le besoin de faire réparer son véhicule. Il m'a fallu, je dis pas de bêtises, tout président que je suis, presque une journée pour trouver un réparateur qui voulait bien prendre sa voiture en charge. Non, mais justement, quand on est confronté, comme vos professions, à des enjeux d'attractivité, est-ce que finalement, automatiser certains process, ça peut pas être… Ce poste-là qui soit automatisé, ce poste-là qui soit automatisé, ça ne nous sert absolument à rien. C'est pas ça Déjà, je demande qu'on revalorise le coût de la réparation, qu'on revalorise le taux horaire d'un carrossier pour qu'il puisse investir, qu'il puisse payer des salariés, qu'il puisse avoir une société qui gagne de l'argent, parce que c'est le nerf de la guerre, de manière à pouvoir investir dans les RSE, investir dans le remplacement des cabines de peinture comme on est en train de le faire pour être plus vertueux. On a un métier très vertueux, hein. On prend la pièce de réemploi, vraiment on fait tout ce qu'il faut, on recycle le déchet. Mais aujourd'hui, la finalité, c'est le manque de personnel. Donc, on a beau avoir tous les agréments du monde et puis le plus beau du monde, si on n'a plus de personnel derrière, ça ne sert plus à rien. Alors, accélérer un process qui est celui du sinistre au niveau du chiffrage, c'est pas tellement la question. Moi, ce qui m'inquiète, et je le redis encore, c'est quid de l'IA sur le chiffrage pour l'indemnisation. Est-ce qu'on ne va pas indemniser justement comme il y a de moins en moins de réparateurs, de forfaitiser la réparation en disant voilà, je vous donne 1 500 €, allez acheter une banquette, rouler avec une voiture accidentée et au revoir. Ou alors acheter faire des courses au supermarché. C'est ça la problématique de demain de l'IA. Alors, on va rester dans le champ de l'attractivité des métiers. Est-ce que vous êtes confronté à la même difficulté, les experts? Enfin, en réalité, je pense que tout le monde est confronté. Au-delà de l'écosystème de l'automobile, je pense que tout le monde est confronté à la problématique C'est vrai que ça fait rêver. Je sais pas, tant mieux. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est tous confrontés à cette difficulté. La problématique RH, c'est une problématique voilà, qui existe partout. Moi, je pense que l'IA, ça peut être un vrai vecteur d'attractivité, honnêtement. Dans nos entreprises, il y a eu une hyperstructuration hein, sur ces dernières années, des groupements qui se sont créés, ça leur a donné des moyens, ils se sont intéressés à de nouveaux sujets comme la RSE, qui peut peut-être moins les impliquer quand ils sont tout petits et peut-être plus les impliquer quand ils sont plus gros. Et aujourd'hui, ce que je vois, c'est que la part technique par rapport à la part administrative a énormément diminué dans nos métiers. Elle a diminué parce qu'aujourd'hui, on a un certain nombre de tâches à effectuer dans les dossiers qui sont des tâches qui sont plutôt de l'ordre du service et de moins en moins de l'ordre de l'acte d'expertise. Et donc, si on était capable aujourd'hui, et ça peut être un premier levier, de dire bien que l'IA va pouvoir remplacer, aider, accompagner l'expert sur certaines tâches administratives pour lui mâcher le travail, eh bien, on pourrait imaginer que nos personnels aient plus de plaisir à accomplir leur mission, à plus se concentrer sur l'acte technique et à moins passer de temps à faire du rédactionnel à faible plus-value. Faire des suivis de dossiers, ça a une vraie plus-value pour celui qui le reçoit, pour celui qui le fait un peu moins. Et donc, on comprend que cet acte est indispensable, mais pour autant,
ces actes se sont cumulés et aujourd'hui, eh bien, les experts se plaignent vraiment de ça et se disent mais finalement, moi, dans ma journée d'expertise, je passe 80% de mon temps à faire des messages et je passe 20% de mon temps à faire vraiment ce que j'aime, à discuter du bout de gras avec le réparateur, à m'intéresser à la technique, à me documenter. Je vais vous raconter une anecdote en quelques secondes, une rapide digression. Dans les professions libérales, souvent les experts ou les autres professions libérales, ils choisissent ça pour le mot libéral, cette espèce de liberté d'expression, cette liberté d'appréciation des choses. Et donc, les professions étant libérales, elles sont engagées, elles ont un devoir d'apprentissage permanent. Les médecins, ainsi de suite, on n'exerce pas la médecine comme on l'exerçait il y a quelques années. Donc nous, de la même manière, on doit à chaque fois s'instruire. Et j'en viens donc à mon anecdote d'un expert que je croise dans un de mes bureaux un jour, et je le vois avec un livre en train de lire un truc pendant les heures de bureau. Hein. Et quand il me voit, il ferme. Et alors, je suis surpris parce que je me dis, bon, qu'est-ce qu'il regarde? Est-ce qu'il cherche ses vacances ou pas? Ce qui pourrait être pourquoi pas reprochable, mais il lisait un livre de mécanique, une sorte de magazine, Autoplus, je ne sais rien. Et en fait, j'en ai plaisanté ensuite ensemble. J'ai dit, mais c'est quoi ton raisonnement en fait? Il me dit, ben, au lieu de travailler, j'étais en train de bouquiner quoi. J'ai dit, mais tu dis un bouquin d'automobile. Et donc, on en est arrivé là, c'est-à-dire qu'on n'a presque plus le temps aujourd'hui de se documenter, d'aller lire. Ça fait partie de l'apprentissage, ça. Et aujourd'hui, je ne sais pas combien dans la salle sont capables à un moment donné de se dire, bah, tiens, cet après-midi, je vais bouquiner, hein. Je vais apprendre des choses. Je n'ai pas le temps, j'ai des mails, j'ai des choses, j'ai des expertises à faire. J'ai que ça à faire de lire un bouquin sur l'automobile. Eh bien, ça, c'est dommage. Justement, c'est peut-être là-dessus que l'intelligence artificielle va nous aider, et ça, tout le monde le Pour toutes les rencontre. tâches chronophages et sans valeur ajoutée. Voilà, et qui sont vraiment du reporting dans tous les sens. Voilà, on connaît tout ça. Exactement. Et in fine, alors c'est là, Jean-Marc, où je ne comprends pas votre position, c'est la réparation du véhicule. Il n'y a quand même personne d'autre qui peut la faire que vous. Ça ne sera jamais automatisé, ça. Un métier qui ne peut pas être supprimé. Et après, bon, après on peut retirer le fil, mais voilà, on retrouve quand même l'utilité d'avoir des interlocuteurs, d'avoir des personnes qui vont traiter, qui vont contrôler, qui vont... voilà, c'est infini. Alors moi, je défends les garages agréés et non agréés. La problématique des agréés, c'est que nous sommes un syndicat, on ne fait pas de commerce, on ne peut pas les inciter. Ce n'est pas nous qui tenons le stylo qui les fait signer un contrat avec les compagnies d'assurance, et du coup, c'est eux qui acceptent de faire cette expertise, cette photo-expertise et d'utiliser l'intelligence artificielle. Après, voilà, on ne peut pas faire autrement, mais aujourd'hui, on met quand même en garde. Je resterai toujours méfiant de la finalité du SIA par rapport au chiffrage. On sera toujours attentif à ce moment avec ça, en espérant qu'il n'y ait pas de débordement. Il faut que la réparation reste en réparation. Il faut que les voitures qui soient accidentées, si l'intelligence pense que ce n'est pas grave, qu'il y a juste un petit choc, sans se rendre compte que, de par le conseil et du réparateur ou de l'expert en disant ouais, mais attends, quand tu as eu l'accident, le gars il t'a poussé, mais après, j'ai l'impression qu'il y a pas, vous étiez près d'un trottoir. On me dit oui, j'ai tapé un petit peu le trottoir, mais c'était pas grand-chose. On arrête tout de suite. L'intelligence ne peut pas le faire, elle ne peut pas discuter avec lui. Nous, on discute avec lui. On lui dit attendez, dans ce cas, on va faire un contrôle de géométrie. Si c'est l'intelligence artificielle qui elle ne le fera pas. Donc, si la voiture a eu un défaut, si quelque chose a été tordu derrière et qu'elle continue à rouler, report de responsabilité, comme le client a accepté son montant forfaitaire, il se retrouve avec une voiture dangereuse qui est mise en circulation. Moi, derrière, je suis conducteur et je peux le prendre aussi en face. Et ensuite, report de responsabilité, c'est la responsabilité du... Et là, c'est cette crainte qu'on a au niveau de la technicité, au niveau juridique, qui est responsable après. Ouais, enfin, il y a quand même une marche que j'ai ratée là. Vous avez un véhicule qui est dans votre atelier avec. Il n'est plus dans l'atelier. Il n'est pas dans l'atelier là. Moi, le souci qu'il y a, c'est que je ne parle pas tout de suite. Je parle de l'avenir parce que je sais que dans le bâtiment, oui, ça s'est fait. J'ai des bâtiments, ça m'est arrivé, un dégât des eaux. J'ai appelé. Non, mais là, vous parlez de réparation en nature, mais c'est pas la même chose. Non, mais si, ça va bientôt venir. Ça peut l'être déjà. Alors là, ça n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle. Bah si, parce qu'il faut un chiffrage. On va voir un film tout à l'heure, je pense que c'est Darva,
Moi, je l'ai déjà vu. Il est joli, hein. C'est le monde des bisounours de demain. Mais il y a une partie où on va s'arrêter, c'est celle du réparateur et de l'expert qui discutent entre eux. Et on va s'arrêter juste sur la partie IA qui, elle, contrôle le système et dit voilà, j'ai validé un bouclier arrière et puis c'est tout. Et on s'arrête là. C'est ça le de demain. En fait, ces petits chocs de pause et chocs rapides, ce qu'ont perdu aussi les experts avec le chiffrage autonome, c'est ces petits chocs dits rapides qui sont sans grosses conséquences qui vont partir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va pouvoir, sur un enfoncement de porte, qui ne va pas être préjudiciable à part pour l'esthétique de la voiture, mais dire au client, on vous dédommage de temps, et puis voilà, vous le faites réparer ou pas. Alors, c'est là où on est allé un peu rapidement, je trouve, avec la vitesse, justement. Oui, on résume le tout à la vitesse. Il faut que le sinistre soit réglé le plus rapidement possible, mais évidemment, qualitativement, il doit être bien réglé. Et ça ne sert à rien de faire quelque chose rapidement si derrière, le client n'est pas content. Et alors, c'est là où, finalement, je vais terminer sur l'ouverture que je voulais faire en toute fin d'intervention, c'est-à-dire que, bon, on a une différence fondamentale, à mon sens, sur le marché automobile en Europe, dont la France fait partie, ou d'autres continents, en particulier américains. Et Jean-Marc, l'impression que j'ai, c'est vous, votre crainte, c'est qu'on sombre dans du marché américain. Dans le marché européen, mon sentiment, c'est que les consommateurs veulent avoir leur véhicule réparé. Ils veulent avoir cette qu'on qualifie de réparation intégrale dans d'autres domaines. Ça, c'est la demande. Et pour nous, elle va continuer, qu'il y ait de l'intelligence artificielle ou pas. Vous rentrez sur le domaine, justement, on est beaucoup plus dans du paramétrique, où on est, et qui est la philosophie, mais qui est complètement différente aux États-Unis. Toute la science, on n'est pas dans les mêmes concepts de responsabilité civile, on est beaucoup plus chacun fait de la prévoyance finalement par rapport au risque qu'il va subir. Vous voyez, la philosophie est bien différente. Et là, effectivement, l'intervention de l'assureur est plus financière. D'ailleurs, en anglais, on dit bien to compensate. Donc, on a la compensation et on n'a pas l'indemnisation. Donc, pour moi, on est sur une autre philosophie. Je vais l'espérer, mais bon, on verra. Encore une fois, on va être vigilant sur l'avenir. Et puis, de toute façon, il y aura forcément des études qui vont être faites. L'ISRA pourra forcément nous en rapporter sur le nombre d'accidents, de sinistres qui ont été réglés de gré à gré entre compagnies et assurés. Puisque là, vous aurez la possibilité de pouvoir nous donner quelques chiffres. Je pense que ça serait bien. Parce qu'aujourd'hui, déjà, je ne sais pas si ça se fait, mais encore une fois, Non, je voulais soulever la... pour reprendre le bâtiment, c'est comme ça que ça se passe. Parce que je pense qu'on est un peu hors sujet sur la réparation en nature. On va revenir à la question de l'éthique et de la responsabilité. France Assureur a publié une note de position pour une utilisation responsable et éthique de l'intelligence artificielle. C'est une question qu'on soulève souvent. Quelle question d'éthique et de responsabilité se pose dans le domaine de l'assurance auto? Alors, j'y ai quasiment déjà répondu. Si vous voulez, au niveau de la profession, ce que l'on demande pour que l'intelligence artificielle soit compatible avec le monde dans lequel on peut vivre et donc qu'il soit éthique, c'est qu'il soit toujours supervisé par l'humain. Donc, on a une intelligence artificielle qui assiste les collaborateurs sans les remplacer. Elle ne doit pas être biaisée. Donc, elle doit préserver l'équité entre tous dans les prises de décision. Et le troisième et dernier critère, c'est ça doit être un outil transparent et explicable. On veut éviter de tomber dans une boîte noire qui prend des décisions que l'on n'arrive pas à justifier derrière. Et une fois qu'on a dit ça, de toute façon, j'en reviens à que recherche l'assuré. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, il recherche en premier lieu d'avoir un véhicule qui soit à nouveau fonctionnel. Alors, le sujet ne va pas pouvoir être traité lorsque on est face à une perte totale, où là, effectivement, on va rentrer dans une considération financière, mais il est évident que d'ici là, c'est un cheminement, on va y arriver doucement. On va constater au bout d'un moment que, oui, le véhicule est bien hors d'usage et donc il va falloir le traiter de cette manière.
Mais autrement, c'est vraiment la réparation. Et je dirais, preuve qu'il en est, en habitation, aujourd'hui, nombreux sont quand même les assurés qui, plutôt que de recevoir de l'argent, préfèrent avoir un artisan qui soit missionné par l'assureur, parce qu'on sait qu'on a du mal à obtenir des artisans qui vont juste repeindre le plafond. Et donc voilà, je pense qu'il y a des solutions qui vont dépendre effectivement du client. Alors justement, Mais c'est plutôt le service qui est recherché que l'indemnisation financière. non, on va rester dans le champ du chiffrage. Hein. Donc, voilà, je ne dis plus rien. Non, mais on reste dans le champ du chiffre. Enfin, encore une fois, on verra bien, puisque de toute façon, quelqu'un qui doit indemniser un sinistre, s'il a la possibilité effectivement de pouvoir proposer une somme forfaitaire, pourquoi il ne le ferait pas, quoi. Il va se passer de plein d'intermédiaires, du réparateur, de l'expert. C'est un gain forcément. Aujourd'hui, si cette intelligence artificielle, elle peut le faire, pourquoi il ne le ferait pas? La question, elle est là en suspens. Pourquoi, à un moment donné, on ne va pas se poser la question, quand on est indemnisateur et qu'on veut faire des économies, de se Alors dire… déjà, quand même, dans le domaine de l'automobile, il y a des enjeux de sécurité. On ne va pas Non, mais l'enjeu de sécurité… laisser l'assuré remplacer lui-même le Ah, mais moteur non, de mais la voiture. l'assuré… Mais Déjà, me laisser, mais moi, changer pourquoi un pas? pneu. Non, mais pourquoi pas? Et pourquoi la réparer si c'est un choc de peau? J'entends bien, attention, quand la voiture, la roue est en dessous de la voiture, on n'en parle plus. C'est une expertise terrain, donc ça, c'est pas un souci. Moi, je parle de, je sais pas quelle est j'ai pas les chiffres, mais au moins 60% des chocs dits parking, chocs de corps fixe, c'est des petits chocs entre guillemets bénins qui n'empêchent pas de rouler avec le véhicule, mais qui derrière est une source pour nous de travail, d'apport de travail derrière, qui peut nous échapper un jour si l'IA fait bien son travail et que dit voilà, c'est tel montant, et qui empêchera la compagnie d'assurance d'indemniser sur le montant forfaitaire d'une intelligence artificielle qui a fait un chiffrage, le sinistré. Et pourquoi il prendrait pas ça? C'est Alors, juridiquement, rien du tout, puisque effectivement, on ne peut pas affecter les fonds de cette indemnisation. Il faudrait changer la loi. Il y a une chose aussi, c'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas sous-estimer l'aspect sécurité routière. Nous, c'est une statistique qu'on a délivrée au niveau de la fédération il y a quelques semaines. C'est le nombre de courriers de dangerosité qu'on adresse aux propriétaires. Vous savez, on a cette fameuse obligation qui dit qu'on doit informer le propriétaire sans délai. Et c'est quasiment 8%. Qui est quand même pas neutre, hein. Donc 8% des véhicules qui sont expertisés, malgré les mesures de contrôle technique, périodiques, ainsi de suite, on a quand même encore 9% des véhicules, 7% pardon, des véhicules qui présentent des dangerosités. Donc une des questions qui avait été posée à la déléguée interministérielle à la sécurité routière, c'est de dire qu'est-ce qui se passerait en fait finalement si l'intelligence artificielle avait une emprise plus importante sur les volumes de sinistres, environ 4,5 millions par an. Eh bien, on viderait le texte de sa substance en fait. C'est-à-dire que comment on pourrait permettre à l'expert de déterminer s'il y a des dangerosités, puisqu'il ne serait plus à même d'expertiser ces véhicules. Donc, ces textes, ils ont été quand même créés pour que l'expert participe à la sécurité routière. C'est un vrai pan pour lui de son activité. Et c'est pour ça que finalement, je pense qu'il y a quelque chose qui nous réunit tous en synthèse, hein, c'est de se dire, pour ou contre l'intelligence artificielle, en fait, on ne peut pas freiner les évolutions. Donc, je pense qu'on est plutôt tous favorables à l'intelligence artificielle. La question, c'est plutôt où est-ce qu'on la met. Donc, nous, on est plutôt favorable à l'intelligence artificielle quand elle est à la main de l'expert et que ça devient un nouvel outil pour lui et que ça fait de lui un expert augmenté, qu'il est plus efficace grâce à ces outils. L'expert 3.0. Alors, je risque d'altérer un peu votre bel optimisme, parce qu'il y a quand même une question que je me pose. Ce n'est pas une question tant d'éthique que de confiance. Une intelligence artificielle, elle est nourrie, alimentée par les données de quelqu'un. Qu'est-ce qui fait que vous pouvez faire confiance à un outil nourri d'intelligence artificielle, un outil de chiffrage, par exemple, qui a été nourri par quelqu'un d'autre que vous? C'est justement pour cette raison que je dis qu'aujourd'hui, je veux avoir la main sur mon outil d'intelligence artificielle et que je veux en être mon propre tuteur. Si demain, j'ai souvent fait cet exemple de l'intelligence artificielle que je comparais à un bébé.
Donc, c'est un bébé qui est doué d'un potentiel d'intelligence énorme. Un jour, quand il aura 10, 12, 15, 18 ans, il aura développé cette intelligence, mais il a besoin d'un tuteur. Si je le laisse seul sur une île, il va avoir des apprentissages, mais qui seront moindres que s'il va à l'école. Et donc, nous, ça va dépendre finalement de la qualité de l'apprentissage, son niveau. Et s'il a un bon apprentissage, eh bien, il pourra avoir des skills qui seront beaucoup plus importantes que d'autres. Donc, si l'intelligence artificielle, j'ai le contrôle dessus et qu'à chaque fois qu'elle fait une erreur, je lui dis, écoute, là, tu as fait une erreur, je te corrige, et cette erreur, elle ne la reproduit pas, et qu'en permanence, je suis là pour lui rappeler les bonnes règles, les bonnes pratiques en fonction de l'évolution du parc, de l'évolution de la sinistralité, de la dangerosité, ainsi de suite, eh bien, je pourrais compter sur ma propre IA. Maintenant, je vous renvoie la question, si demain, une IA indemnise seule et que vous recevrez le montant de votre indemnisation et que vous n'êtes pas d'accord, comment vous allez lutter contre cette IA? Moi, j'imagine que l'IA aura toujours raison, non? Donc, je me dis, ça peut poser la question de l'algorithme, de savoir comment a été déterminé ce montage, sur quelle valeur, qu'est-ce qu'on va vous délivrer? Un XML de 200 pages? Je ne sais pas. Hein. Donc, je me dis que d'avoir cette notion d'accompagnement à travers l'être humain, aujourd'hui, c'est sur un montant des réparations, demain, ça sera peut-être sur des responsabilités dans un sinistre. Et ça sera... Là, vous soulevez la question de l'acceptabilité par les assurés. L'acceptabilité. Juste pour faire la transition pour cet après-midi. Exactement, et de se dire aussi que bon, vous pouvez avoir des responsabilités qui sont liées, vous pouvez être en désaccord, et à ce moment-là, comment on discute avec une machine, comment on la contredit, et in fine, soyons fous, imaginons qu'il y ait une intelligence artificielle qui se distingue parmi toutes. Eh bien, en réalité, comment on recrée les conditions du contradictoire? Ça veut dire qu'il y a une machine qui détermine le montant des réparations de tout un parc. Donc les choses doivent être, selon moi, challengées. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Hein. Quand on a vu arriver le premier McDo, on s'est dit, bon, ben voilà, ça y est, le fast-food, c'est réglé. Et puis, il y a KFC, il y a Burger King, tout le monde est arrivé, il y a de la place encore. Alors qu'on avait l'impression que ce marché, il était mature du fast-food. Donc, je me dis, l'intelligence artificielle, qu'elle pénètre le marché, que ces personnels qui font, ces sociétés qui font l'intelligence artificielle, qui viennent à la rencontre des professionnels pour nous proposer leurs services et qu'ensemble, on voit ce qu'on est capable de faire. Je pense que d'avoir adressé l'assureur en premier jet, c'était une erreur selon moi. Vous pouvez réagir, Alexis Merking? Alors, si on refait quand même la manière dont se traite un sinistre, on a une déclaration qui est faite où effectivement on peut imaginer beaucoup d'intelligence artificielle pour orienter à la base, mais on a bien, alors je saute à la fin de la procédure, un client qui doit être satisfait de la manière dont ça a été mené. Et donc, avec un véhicule qui est réparé, dans certains cas, effectivement, il peut considérer qu'il veut vouloir l'argent, mais ce n'est pas la tendance. Et donc, entre les deux, pour arriver à cette situation, soit il y a un cheminement qui fonctionne, auquel cas, très bien, il n'y a pas de sujet, soit il n'a pas fonctionné et, in fine, l'offre qui a été faite d'indemnisation par l'assureur n'aura pas été la bonne. Et donc, ça se termine quand même par une responsabilité de l'assureur qui n'a pas fait une offre adaptée. Et donc, là-dedans, on a tous les chemins qui sont possibles et imaginables, et notamment le chemin incontournable du réparateur qui va faire un premier devis, qui va proposer une réparation qui sera ou non adaptée avec toutes les discussions contradictoires avec un expert ou non en fonction. Et le résultat final, c'est que l'indemnisation, elle soit adaptée. Et si on n'arrive pas à ce chemin final, quelque part, l'intelligence artificielle a raté son chemin. Vous êtes responsable, et ce n'est pas l'intelligence artificielle qui est responsable de la qualité de la réparation. Obligation de résultat. Voilà. On a l'expert qui appose sa signature sur le rapport d'expertise. Ce n'est pas l'assureur qui ne peut pas le faire, et ce n'est encore moins l'intelligence artificielle qui n'a pas de personnalité propre, et je ne vois pas comment on peut la mettre en prison. Voilà, donc, pour moi, le sujet, il est quand même assez simple. Ça ne change pas fondamentalement de la situation qu'on connaît aujourd'hui, mais avec des outils qui sont beaucoup plus forts. Et effectivement, vous avez évidemment, je pense que là, on est tous d'accord, il faut être vigilant à ne pas prendre des chemins qui provoquent notre perte, parce que, comme je le disais tout au début, ce ne serait pas la première fois qu'une entreprise fait faillite parce qu'elle a pris de mauvaises décisions. Coucou Kodak. On va dire que c'est la conclusion, parce que je vois aller Rodolphe qui me fait les gros yeux. Il a faim. Est-ce que, oui, moi aussi. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Oui. Oh, il y en a plein. Je vais juste rapporter un petit
point complémentaire. On a beaucoup parlé d'IA pour le chiffrage. Donc pour moi, l'IA, c'est un exosquelette. Ça va aider l'expert, l'assureur et le réparateur à finalement se libérer de tâches répétitives et administratives. La réponse aux mails, la génération de rapports, etc. Tous ces sujets-là qui aujourd'hui sont très répétitifs et très chronophages. Moi, je pense qu'il faut aussi parler d'IA pour aider plutôt que d'IA qui va remplacer. Parce que moi, l'IA ne remplacera pas l'humain, c'est bien évident. On en est tous d'accord. Mais en tout cas, on a beaucoup parlé de chiffrage. Je pense qu'il y a d'autres domaines sur lesquels on devrait se poser aujourd'hui. Voilà. Monsieur. Oui, Patrick Poincelet, président des VHU chez Mobiliance. Concernant l'IA, je rappelle, hein, comme son nom l'indique, c'est intelligence artificielle. Alors, ce qu'on sait, c'est que c'est artificiel, mais pas intelligent. Donc, première des choses. Donc, la deuxième, c'est de dire que, comme j'ai écouté François, qui expliquait que dans le cadre des chiffrages, c'est bien l'IA, qu'est-ce qu'elle se sert? Elle se sert de l'expérience des experts pour définir des règles et mettre en place des règles de calcul, de réparation et de coûts de réparation. Si demain on passe à l'IA d'une façon systématique, il n'y a plus cet enrichissement de l'IA et donc par voie de fait, le système doit logiquement se dégrader. Paupérisation. Il y avait une autre question. Est-ce que je peux juste réagir? Oui, bien Mais sûr. c'est exactement ce que je disais avec l'automatisation qui peut provoquer la faillite d'une entreprise. Hein. Pensez à tous ceux qui décident dans leur entreprise à des augmentations de tarifs forfaitairement selon les catégories de produits. Ils peuvent aller sur des chiffrages vraiment très fins, mais passer à côté d'une énorme erreur qui va leur coûter la survie de l'entreprise. Des exemples existent. Nathanaël Alain, PDR Team. Je rebondis sur plusieurs peut-être réflexions. La première, c'est que quand on va partir sur l'intelligence artificielle à grande ampleur, quand c'est des cas séparés ou des domaines d'activité qui ne sont pas forcément excessifs, il n'y a pas forcément un énorme problème financier. Lorsqu'on va y aller de manière répétitive et de manière globale, il n'y aura pas de point de non-retour, c'est-à-dire on sera obligé de continuer sur cette avancée-là et de donner la main à l'intelligence artificielle qui prendra de plus en plus de décisions pour nous, les gestionnaires, réparateurs, experts, mais voire même assureurs. Je rebondis sur votre réflexion en tant qu'assureur. L'assuré regardera toujours à le bénéfice final. Et le bénéfice final, aujourd'hui, nous, dans notre activité, on remarque clairement la tendance de la monétisation de son dommage. D'accord, ce qu'on appelle la dépréciation esthétique, ou dans notre pays, le voisin qui est l'Allemagne, aujourd'hui, on a des taux de conversion qui sont inférieurs à 25% entre l'expertise et la réparation. Donc, c'est plus très loin de la France. La France, on est toujours à 65% en plus. Donc, on voit cette tendance déjà, l'appétence humaine à esquiver, dire, ben voilà, moi, le véhicule, je m'en sers juste parce que je dois l'utiliser. Les aspects sécuritaires, etc., l'utilisateur, lui, ce n'est pas son problème. Donc là-dessus, je rebondis et je reviens après sur notre cher réparateur en lui disant, effectivement, si on skip toutes les étapes, il va falloir que l'intelligence artificielle aussi donne son aval une fois que la réparation est faite, puisque c'est lui qui a donné l'accord de réparation. Donc, posons la question à l'intelligence artificielle, est-ce que la réparation a été faite suivant ce que l'intelligence a défini? Là, on est dans le cas où on a eu une réparation. Si on a une réparation, pas grave, hein, on a l'obligation de résultat. Bon, là, en tant que carrossier, en tout cas, vous allez nous présenter tout à l'heure un usage de l'intelligence artificielle qui devrait vous intéresser. Parce qu'on est sur une objectivation du dommage. Tout à fait, mais en fait, l'expert et le réparateur, il faut qu'ils corrèlent en fait à la fin du sinistre. Il faut quelque part qu'il y ait le retour d'expérience. Et ce retour-là, il n'est que possible si on enrichit les modèles, etc. Le souci quand même, de par notre métier, c'est la méconnaissance du process de notre métier. Même au niveau de certaines personnes qui sont bien placées, ne connaissent pas le bonjour du sociétaire qui a subi un sinistre et qui a un traumatisme. C'est nous qui l'avons. Hein. Le téléphone, c'est bien, mais en face, celui qui pleure dans le bureau, c'est nous qui l'avons.
Donc, il faut le conforter, il faut qu'il aille vite lui prêter une voiture, vite le faire passer, lui faire passer à autre chose et lui dire, maintenant, on s'occupe de vous. Et on vous rappelle quand la voiture sera toute belle, lavée, intérieur-extérieur. Mais c'est là, et aujourd'hui, les gens méconnaissent toute la cinématique, toute la chaîne, tout le process qu'on a de travail jusqu'à la finalité. Et nous, on veut conserver ce process. Parce que c'est celui qui nous permet de poser des bases solides et de dire effectivement la fin de la réparabilité visée par un expert avec le consentement du réparateur, les deux ensemble, disent on remet le véhicule en circulation dans un état où il était avant l'accident. Et c'est ça le but. Et au même titre que sur les VE, ils sont importants. Mais ça, c'est un autre sujet. 2 mots, mais vraiment les derniers. Par rapport à l'expérience client, je trouve que le raccourci aussi est plutôt rapide de dire que la meilleure expérience client, c'est celle qui va le plus vite. On a fait beaucoup de POC, nous, chez nous, sur des solutions pour aller plus vite. En réalité, je trouve que ce n'est pas ça la réalité de la compétitivité entre assureurs. C'est plutôt d'être là au bon moment et d'arriver à faire du service sur mesure. On est tous fans, nous, d'avoir, je sais pas, la banque privée, le salon VIP, le truc. À partir du moment où on considère qu'on est traité peut-être pas forcément différemment des autres, peut-être pas mieux que les autres, mais d'être traité comme on avait espéré être traité. Et en ça, nous, on a des clients, par exemple, qui vont nous dire, lors d'une perte totale, eh bien, on va avoir des indicateurs clients qui sont des attendus. Par exemple, aujourd'hui, une perte totale, il faut la faire en moins de 20 jours. Et moi, j'ai des gens qui me disent, mais moi, c'est ma 3e voiture pour aller à la chasse, la saison de la chasse est finie, faites-moi-la dans 6 mois, l'expertise, même s'il faut. Et je serai super content du moment que vous avez fait une bonne expertise. Et puis, je vais avoir l'infirmière libérale qui va me dire 20 jours, mais vous êtes fou, moi, il me la faut demain, ma voiture. Donc, je pense que de dire qu'il faut aller vite, ce n'est pas suffisant. Tout le monde veut que ça aille plus ou moins vite. C'est quand même rare le gars qui veut 6 mois. C'est en tout cas donner de la visibilité. Alors, donner de la visibilité et répondre à l'attendu. Moi, dans mes tournées aujourd'hui, on a des tournées d'expertise qui se font quasiment tous les jours chez tous les réparateurs. Il y a peut-être des fois où on va chez des réparateurs et on va se plier en 4 pour aller chez ce réparateur, alors que l'attendu est très faible. Le client n'attend rien de cette expertise. Et peut-être que d'autres clients pourraient être priorisés. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, de se dire il faut que ça aille vite, et grâce à l'IA, ça va aller beaucoup plus vite, ce n'est pas forcément ça l'attendu. L'attendu, c'est de dire dès le départ avec le client, voilà, quel va être ton parcours? Tu veux que ça aille vite, que tu veux que ça aille lentement? Si ton véhicule est réparable, est-ce que tu veux qu'on le répare chez un agréé, un non-agréé? Comment tu veux être orienté? Et si on fait du parcours sur mesure, là, on fait de l'effet waouh. Voilà, waouh, c'est une super conclusion. Merci beaucoup. Merci à tous. Voilà. On a eu énormément de questions et de remarques sur le fil. La majorité des questions vont être répondues cet après-midi puisqu'on aura des retours d'expérience de sociétés qui font de l'IA. On aura un assureur aussi qui va nous faire un retour d'expérience sur comment est appliqué l'IA dans son fonctionnement. Voilà, donc je vous souhaite un bon appétit. Il y a un buffet qui vous attend. Et pour les gens en distance, on leur donne rendez-vous à 14h.